Bonjour, donc nous reprenons la deuxième partie de cette matinée consacrée à l'histoire des associations professionnelles. Nous avons vu quelle était la destinée en quelque sorte de l'association française. Il faut rappeler que dans la période dont Blandine parlait, nous avions le grand congrès de 1934 à Madrid, muséographie, où beaucoup des acteurs français qu'elle a évoqués étaient là. Louis Hautecoeur, notamment, je crois qu'il n'était pas directement, mais son papier avait été présenté et il est édité dans le volume de muséographie de 1934. Donc l'association française et ses membres font partie de réseaux, je dirais, internationaux. On a cité évidemment l'OIM, dans lesquels les Français de l'époque jouent un grand rôle, Faucillon et d'autres. Deuxième remarque, c'est que nous sommes dans une période de guerre, la guerre d'Espagne, et notamment pour l'organisation du congrès de 1934, c'était un pari des Espagnols dans un moment terrible pour eux. Donc on l'a cité avec les volontés de protéger, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, grâce à Astrid Swanson, qui est une historienne culturelle, européenne, disons, elle a fait une thèse avec Peter Mandler, je me trompe. Ah, bon, mais tu as travaillé aussi avec Peter Mandler, qui est, on va dire, le Pierre Nora anglais. C'est tout à fait approximatif, mais c'est un peu sur les lieux de mémoire et de souvenirs de la conscience historique anglaise. Et Astrid a travaillé ensuite sur les expositions consacrées aux monuments historiques, pour faire court, dans les expositions universelles notamment, et sur les réseaux internationaux qui se mettent en place autour du patrimoine dans les organisations internationales des années 30, 40 et un peu plus tard. Donc nous sommes très heureux qu'elle vienne nous présenter son intervention qui va permettre de couvrir l'international, disons. Alors malheureusement, Maria Bolianos, qui devait faire depuis le musée de Valladolid l'intervention, je crois qu'elle ne peut pas. Je vous invite à lire le livre de Maria Bolianos, qui est malheureusement en espagnol, qui est l'histoire des musées espagnols chez Tréa. C'est la grande directrice de musées et en même temps savante sur l'histoire des musées espagnols. Donc elle a une double casquette, puisqu'avant de diriger le musée de Valladolid, elle était professeure à l'université de Valladolid. Donc c'est un profil assez remarquable. Donc Astrid, merci. Merci Dominique pour cette introduction et je remercie beaucoup les organisateurs de ce grand colloque de m'avoir invité et de me faire l'honneur de me confier la tâche minuscule de contextualiser l'expérience française dans le contexte international ou, comme je suggère, dans les contextes internationaux. Comme ont souligné les interventions précédentes de Dominique Polo, Géraldine Masson et Blandine Chavannes, l'année 1922 marque un important moment dans l'histoire de la professionnalisation. Il pose le cadre de la professionnalisation comme un cadre national, tandis que dans un contexte international. Et les Français, bien sûr, comme on l'a déjà entendu, n'étaient pas les seuls à choisir une organisation à l'échelle nationale pour organiser la professionnalisation. Avec la Museum Association fondée en 1889 en Grande-Bretagne, une association des conservateurs aux États-Unis datant de 1906, et la création du Deutsche Museumsbund en 1917, la France suit une nationalisation consciente de la professionnalisation qui était en train de se développer ailleurs. Mais en même temps, comme les travaux de Géraldine Masson ainsi que de Michela Passini ont aussi montré, l'importance du contexte transnational est grand pour le développement d'une figure professionnelle du conservateur dans l'entre-deux-guerres, non seulement grâce à l'Office des musées de la Société-Nation,
mais aussi liées à des transferts culturels plus informels. Notamment, on a vu que le congrès de la Société anglaise de la Museum Association avait lieu à Paris. C'était un de plusieurs congrès de cette association dans les pays européens. Et les conversations entre les Français et les Anglais donnaient un impulse important pour la fondation de la Société française. Mais ce n'est pas seulement un événement de 1921-22, mais des échanges beaucoup plus profonds et beaucoup plus longtemps, datant d'une certaine manière déjà dans les réseaux de la République des lettres, qui se sont ensuite intensifiés au moment de la Révolution, de la monarchie de Juillet, quand tous les États européens créaient leur structure pour du patrimoine à l'échelle nationale, mais c'est surtout dans la Troisième République où il y a une vraie intensification des réseaux internationaux à travers les congrès professionnels des architectes, de la conservation des monuments historiques, mais aussi à travers la photographie, la protection de la nature, donc tous les concerns de la protection du patrimoine déjà sous différents réseaux professionnels. C'est aussi à cette époque-là qu'on voit les premières enquêtes en vue d'une législation sur le musée en France, et notamment sur l'introduction du droit de rentrée, où il y a des études comparatives menées aussi par Henri Lapose que Géraldine Masson a mentionné, et un recensement des pratiques, surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc, il faut inscrire ce moment de la création dans différents contextes internationaux. Il y a les contextes de cette internationalisation informelle qui existait depuis le 19e siècle. Il y a le nouveau contexte de l'Office international des musées, mais aussi d'autres sections de la Société des Nations qui étaient chargé de s'occuper de l'organisation du patrimoine dans les territoires des mandats de la Société des Nations, ainsi que des réseaux impériaux et transimpériaux. Donc, on a des réseaux différents et on a des géographies relationnelles qui sont différentes. Quand on regarde les réseaux qui sont mobilisés pour la création d'associations professionnelles, c'est surtout des regards croisés entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis que l'on voit avec ces impulsions en France de l'Angleterre, mais puis un débat surtout sur les modèles allemands versus les modèles américains, la professionnalisation antérieure en Allemagne versus l'engagement des publics qui s'établit surtout dans la profession américaine. Quand on regarde l'enquête sur le droit d'entrée, on voit un panorama comparable avec surtout des enquêtes en Allemagne, dans presque toutes les villes allemandes, en Angleterre, en Italie, en Espagne, et de fur et à mesure après la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Mais ce qui est frappant dans ces recherches des pratiques professionnelles est l'absence de la sphère impériale que l'on voit très très fort à l'égard de la législation sur les monuments historiques et les objets, par exemple, ou surtout la législation ottomane, mais par exemple aussi l'Inde britannique sert de modèle en France.
Donc, on voit ici que déjà les réseaux internationaux qui existent se croisent, mais ne sont pas tout à fait les mêmes, dépendant des différents besoins du problème que l'on cherche à résoudre. Concernant la circulation d'objets, l'exportation, le cadre est beaucoup plus mondial que, par exemple, par rapport à l'engagement des publics, des droits d'entrée, et surtout la question si, à travers les droits d'entrée, les musées peuvent gagner de l'argent. Mais là encore, c'est frappant que, bien que les musées de l'Inde étaient les musées les plus fréquentés au XIXe siècle, le cadre est résolument européen et américain. Quant aux membres des différentes associations qui se forment, le cadre est à la fois national et impérial, dont l'association allemande est la plus limitée en étant seulement une association pour les membres des musées allemands dans un premier pas, et puis du monde germanique dont les Suisses et les Autrichiens peuvent adhérer à la fin des années 20, tandis que l'association britannique représente surtout les conservateurs et les professionnels des musées dans les îles britanniques, mais est ouvert à l'Empire, et dans son journal, le Museum Journal, c'est vraiment un couvrage à l'échelle globale dès le premier numéro en 1901, avec la plupart des articles sur les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais des petits articles, des annonces des postes conservateurs, mais aussi les développements dans les collections, les découvertes de l'archéologie à travers le monde. Donc, on a ici une perception ouverte de la profession du conservateur et aussi des modèles potentiels à émuler. Mais je voudrais, plutôt que de faire une comparaison stricte des différentes associations et des réseaux impériaux, je voudrais vous parler un peu de faire un point de recherche, mais aussi de parler des lacunes, des absences et des pistes de recherche. Ce colloque intervient à un moment où on repense, je pense, à l'échelle internationale, radicalement le rôle des empires dans la création des musées, et où, d'un certain point, on peut faire l'argument que toutes les collections, tous les musées à une échelle épistémologique sont aussi des institutions coloniales à l'époque coloniale. Mais en même temps, quand on regarde les réseaux, on voit que ce débat vieux dans l'histoire impériale qu'on a eu en Angleterre dans la New Imperial History, si on était at home with the empire, comme suggérait Catherine Hall, ou si les Britanniques étaient surtout des absent-minded imperialists, où l'Empire était là, mais ça ne faisait pas nécessairement partie de la pensée ou des pratiques de tous les jours, et aussi quelque chose qu'on trouve au niveau de l'histoire des musées et des réseaux, où il y a certains aspects où l'accent est beaucoup plus sur l'européen et l'international, compris comme une internationale des pays de l'Ouest et les pays indépendants de l'Amérique, ainsi que les settler colonies de l'Empire britannique. Et il y a des logiques où on est beaucoup plus dans une logique de collection impériale, d'entraînement de conservateurs dans le terrain, aussi dans les différents colonies, les protectorats, les mandats, et où il y a une certaine, pas une dissociation, mais où on s'oriente seulement
vers certains réseaux internationaux ou impériaux dépendant des enjeux qu'on a. Donc, il n'y a pas de recensement à mes connaissances des parcours trans-impériaux des différents conservateurs. Il n'y a pas de prosopographie comme celle que vous avez fait pour les conservateurs à l'échelle régionale, pour les conservateurs au niveau national, et aussi leur biographie à travers l'Empire français ou l'Empire britannique. Les connaissances qu'on a sont plutôt ponctuelles, mais il y a aussi des problèmes de définition si on parle de poste ou si on parle par exemple de mission, comme on a mentionné Paul Deschamps dans la revue Musée de 1937, que par exemple dans son parcours de conservateur au musée de sculpture comparée, puis le musée des monuments français au Trocadéro, qui sont fortement marqués par ses missions scientifiques en Syrie et l'acquisition et la restauration et la muséalisation du Krach de Chevalier, par exemple. Donc les connaissances qu'on a sont ponctuelles. Dans le monde britannique, c'est beaucoup plus publié dans le Museum Journal, l'endroit de provenance, disons University of Cambridge, et l'endroit d'emploi Museum of Ceylon. Donc on a ces traces-là, mais on n'a pas de biographie collective à l'échelle d'un empire, et encore beaucoup moins quelque chose de comparatif à cette échelle-là. Pareil pour l'Empire italien, où dans l'entre-deux-guerres, l'expansion italienne est importante, et on voit beaucoup de liens, surtout entre la Grèce italienne et les grands musées à Florence et à Pompéi, mais il n'y a pas de travaux de synthèse. Reste aussi à mentionner le cas de l'Allemagne, où bien sûr, après servir de modèle au début de l'entre-deux-guerres, malgré la Première Guerre mondiale, mais surtout dans une logique où on se souvenait encore de von Bode et de la professionnalisation au XIXe siècle. L'histoire du Deutsche Museumsbund est marquée par des crises économiques. Le journal cesse d'être publié en 24 à cause de l'inflation et réédité en 29. Puis la défédération de l'Allemagne, de la Société des Nations, et la coupure du lien officiel international au moment de la prise en pouvoir en 1933, mais aussi des réseaux informels qui continuent à exister, même si le Museumsbund est d'un part purgé des membres juifs, des membres non conformes au régime, et d'autre part d'un rapprochement entre les membres existants et le gouvernement, ce que souligne par exemple aussi la thèse récente de Morena Blewett sur les conservateurs peintres et les restaurateurs, et le rapprochement qu'on a eu entre eux et les régimes national socialistes. Donc là, on a beaucoup moins une histoire de progression, mais une de rupture, mais néanmoins des réseaux internationaux qui persistent, des échanges qui continuent à travers des liens établis souvent avant la Première Guerre mondiale. Donc, si on regarde aujourd'hui les différentes associations professionnelles et comment ils représentent leurs histoires, on voit aussi ces changements et ces différents débuts. Le Museumsbund, pour son centenaire, il y a 5 ans, a fait une chronologie seulement avec les dates, mais on voit surtout les ruptures entre l'Allemagne de Weimar, le Troisième Reich, les refondations en Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, et puis la réunification. Tandis que
the Museum Association met beaucoup d'apports sur une iconographie de diversité, donc par rapport à l'iconographie que Dominique Poulot nous a montré sur leur site web. Ce site web, on voit souvent, même dans l'entre-deux-guerres, des groupes, une représentation des femmes, des représentants des membres de l'Empire, et la diversité qui s'accroît après-guerre, mais c'est aussi une historiographie rétrospective qui met l'accent sur la diversité. C'est beaucoup plus divers dans la représentation que dans l'histoire, ainsi que sur l'engagement avec les publics et la centralité des publics dans les travaux de l'association, tandis que l'association allemande est relativement, bien qu'il y ait des travaux sur l'entre-deux-guerres, vraiment l'accent est sur l'après-guerre et la refondation et la réintégration dans le milieu international, plutôt que de cette coupure des liens qu'on a eus dans l'entre-deux-guerres. Donc on a là aussi une historiographie qui est à la fois nationalisée, qu'on raconte des histoires institutionnelles, souvent écrites par les historiens ou par les conservateurs qui sont membres des associations, qui s'inscrivent dans un contexte impérial et international, mais qui aussi mettent des accents selon les besoins du présent et les histoires qu'on raconte sur nous-mêmes, beaucoup plus inspirées par les visions prospectives que rétrospectives. Et je pense aussi, dans ce contexte-là, ce n'est pas seulement de faire la rétrospective dans la première partie de notre colloque, et puis de développer les perspectives pour le futur, mais aussi de réfléchir comment, pas seulement les narratifs nationaux, mais aussi comment on se situe dans une histoire transculturelle, transnationale, internationale, et inspirée et a une relevance pour les visions que l'on a pour le futur. Je vous remercie.